Bonjour, bienvenue à tous dans Affaires suivantes, ce magazine qui va nous permettre d'explorer tous ensemble les coulisses d'une justice que vous ne connaissez pas forcément très bien. Ce n'est pas celle des cours d'assises et des crimes qui font sensation dans les médias, c'est la justice du quotidien, souvent expéditif et en 20-30 minutes peut envoyer un gardé à vue pour de longs mois ou de longues années en prison. Deux cas ce soir pour nous à l'étude, celui de Grégory, 32 ans, arrêté à la sortie d'un supermarché avec dans son sac 3 DVD pour enfants et une canette de bière qu'il vient de voler. Mais tout de suite, la comparution immédiate de Rabat, 45 ans, arrêté en pleine nuit à Paris après une bagarre de rue. Monsieur Cross, Jean-Claude Cross, merci beaucoup de nous accueillir dans cette salle des pas perdus. C'est donc vous qui présidiez la 23e chambre du tribunal correctionnel ce jour-là. Ce jour-là, qui est un jour particulier pour moi, puisque c'était le dernier jour où j'assumais les fonctions de vice-président au tribunal de grande instance de Paris, puisque j'étais ensuite nommé à la cour d'appel en tant qu'avocat général. Vous avez donc jugé cet homme. On va regarder tout de suite la comparution immédiate de Rabat et puis nous en parlons juste après. Ça, c'est quoi, monsieur? Une main? Oui. Et sur une main, il y a quoi? Des doigts? Oui, et au bout des doigts? Des ongles? Pas seulement, monsieur, il y a des empreintes aussi. Vos empreintes. Et quand on lit votre casier, on lit quoi? Bah rien, j'ai jamais été condamné. Ah bon? Vous ne lui aviez pas dit, maître? Alors, monsieur, vous mentez au tribunal, c'est très désagréable. Et je lis vos condamnations sous divers alias. Non mais je sais qu'il est énorme ce dossier, mais... Mais attendez. Nous avons des fiches et vos déclarations, tout cela est un petit peu ennuyeux pour vous. Vous vous souvenez avoir dit tous ces noms sont faux, ce n'est pas moi. À la question sous quelle identité êtes-vous connu, par exemple Saïd né en 82, vous répondez j'ai donné ce nom quand j'étais en prison à Montpellier. Quant à Karim, Hicham, Abdelkrim et Abdel, vous dites ce n'est pas moi, mon vrai nom est Rabat. Non mais je crois qu'on se comprend pas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été condamné, moi. Bon, passons en fait qui vous amène ici. Il est 6 h du matin, un groupe sortant d'une fête est agressé par 2 individus qui, après les coups, s'enfuient en voiture. Oui? Oui, quoi? Vous étiez au volant? Oui. Les policiers arrivent et le véhicule, à leur vue, fait marche arrière à vive allure. Non mais c'était pas pour me sauver. Ah bon? Bah, je me garais en marche arrière, mais je voulais pas prendre une place pour handicapés, sinon c'est la fourrière. Ah oui. Et alors? J'imagine que les policiers vous ont félicité pour votre créneau. Bon, ils disent avoir fait usage de leur gyrophare. Non, c'est faux, ça. Ah, c'est faux. C'est comme votre casier, c'est faux. Exactement, oui. Très bien. Bon, il vous interpelle, vous donnez un faux nom, il émane de votre véhicule une forte odeur d'alcool, et vous présentez tous les signes de l'ivresse, des yeux rouges et des propos incohérents, et en plus... Quoi, maître? Bon, faites donc participer le tribunal. Bon, et vous refusez l'éthylotest? Non. Et il marchait pas. Moi, j'ai soufflé 4 fois dedans, mais j'étais pas ivre. Enfin, pas comme les victimes. Bien joué. Mais n'inversez pas les rôles. Le tribunal a tendance à ne pas vous croire et à penser que vous n'aviez pas très envie d'être interpellé. Bah, c'est vrai, la voiture de police arrive en sens interdit sur moi, sans gyrophare. Ça va, monsieur, vous n'êtes pas chargé de la circulation, non? En fait, vous reconnaissez quoi? Bah, je conduisais. Eux, ils étaient en train de chamailler, de se battre dans la rue. Ils me bloquaient, donc j'ai klaxonné 4 fois. J'ai dit des insultes. Lesquels? Bah, dégagez, connard. Non, dégagez, PD. J'ai pris un coup de poing. La fille m'agrippe, moi je l'attrapais par les cheveux. Si chaque fois qu'on vous gêne, ça se finit comme ça, évidemment. Bon, les victimes ne sont pas là, elles étaient un peu éméchées. Passons à l'enquête sociale. Alors, sans emploi, vous vivez chez vos parents, hein? Vous voyez l'avenir comment? Je cherche un travail de comptable. Vous avez des diplômes pour ça? J'ai le bac. Oui, c'est bien, c'est un début. Enfin, il en faut un peu plus, hein, monsieur. Bon, Madame la procureure, quelles sont vos réquisitions? C'est un délinquant endurci qui ne supporte pas la moindre gêne. Je vous demande donc 24 mois, dont 18 avec sursis. Ces braves plaignants ne sont même pas venus. Et ils ont bien de la chance de ne pas être poursuivis, car il y a eu échange de coups de part et d'autre. La scène a été filmée par un portable, et c'était une vraie mêlée. Lui, il est intelligent, il a une famille affectueuse, il a une petite amie qu'il aime et qui est là.
Et il a déjà fait 1 mois de détention provisoire. Ne l'y renvoyez pas. Ça suffit. Merci de vos conseils, maître. Le tribunal, levez-vous. Affaire numéro 17. Monsieur Rabat et tous ses alias. 6 mois ferme. Quoi? Eh oui, vous ne vous souvenez pas de toutes les réquisitions? Je suis en prison. Affaire numéro 18. Jean-Claude Cross, nous voilà donc dans la réalité après cette reconstitution. C'est vous qui avez jugé cet homme, Rabat. Vous avez un souvenir particulier de cette audience? Oui, la main. La main est quelque chose qui, pour moi, est un souvenir prégnant. Pourquoi cette main? Parce que j'avais vu que dans le dossier, il ne reconnaissait pas les faits. Notamment, il ne reconnaissait pas être l'auteur, bien que les empreintes digitales le mettaient en cause de manière quasiment certaine. Certaine même. Donc il fallait que je lui explique qu'il ne pouvait pas continuer à mentir. D'où la main. Ça, c'est quoi, monsieur? Une main? Qu'est-ce que vous avez au bout de la main? Les empreintes digitales. C'est un peu un message que je vous fais passer. Arrêtez de dire n'importe quoi au tribunal. C'est pareil pour son casier judiciaire. Avez-vous été condamné? Il dit non. Il dit non. Pourquoi dit-il non? Parce que pour lui, la condamnation ne peut être liée qu'à la prison. Il ne comprend pas que le fait de n'avoir pas été en prison auparavant fait néanmoins que son casier comporte des condamnations. On ressent d'ailleurs dans cette reconstitution que ça vous agace, que ça vous énerve et qu'au fond, vous le pénalisez aussi pour le mensonge. C'est à ce mensonge que l'on doit notamment ces 6 mois de prison ferme qui est une peine dure. Un ensemble de circonstances justifie une peine. La gravité des faits, la bonne ou mauvaise foi de la personne, le casier judiciaire, c'est-à-dire une certaine forme de dangerosité. Nous avons estimé ce jour-là que ça méritait 6 mois ferme. Est-ce que j'ai des regrets? Est-ce que j'ai des remords de cette peine? Aujourd'hui, je vous réponds non. 6 mois ferme. Quoi? Eh oui, vous ne vous souvenez pas de toutes les réquisitions? Je suis en prison. Mais lorsque l'on voit ça de l'extérieur, Jean-Claude Cross, on se dit 2 choses. C'est une bagarre de rue, cet homme est arrêté en pleine nuit, il y a donc des plaignants, il y a donc des témoins. Personne à l'audience avec lui. L'obligation pour les victimes de venir n'existe pas en droit. Et le président de la 23e et ses sœurs sont tenus par les procès-verbaux de police. C'est le travail du parquet de mettre en forme ou de veiller à ce que les policiers mettent en forme toute l'affaire sur le contenu, les éléments matériels, les éléments de preuve, les auditions. Il y a eu des auditions de victimes dans ce dossier par les policiers. Mais c'est vrai que nous sommes en comparution immédiate et que c'est une justice qui, je dirais, ne prend pas son temps, qui met mal à l'aise aussi bien les magistrats que les avocats. Il faut être clair. Nul ne sort satisfait d'une audience de comparution immédiate. On juge en quoi? En 20, 30 minutes? Vous comprenez que pour le grand public, évidemment, ces comparutions immédiates ressemblent un peu, vous avez employé quelques mots, paraître, sembler, à un semblant de justice justement et à une justice un peu au rabais? Alors c'est une justice, j'allais dire, contrainte. Nous n'avons pas ce temps extraordinaire qui permet d'aller au fond des choses. C'est vrai que ce n'est pas la justice de luxe, des grosses affaires médiatiques. Pourtant, c'est 46 000 procès par an. Et c'est tout le problème. Et là se pose la question de la politique pénale du parquet. C'est le parquet qui va orienter les dossiers. Et là, effectivement, parfois, les magistrats du siège sont en opposition avec la politique du parquet et le manifestent à l'audience. N'oublions pas aujourd'hui que malheureusement, nous n'avons plus que 4% des affaires qui vont à l'instruction. Cette réflexion sur le déferment, à partir de quel moment décide-t-on de déférer un gardé à vue? Ça, pour vous, c'est une question essentielle. Oui, la question du déferment, c'est la question de la gravité des infractions, mais la gravité, malheureusement, la définition, l'appréhension du terme de gravité n'est pas la même en fonction des différents substituts de permanence. Et puis, nous savons que nous avons un nombre d'affaires limité à l'audience. Ce qu'il faudrait, c'est démultiplier les audiences de comparution immédiate pour arriver à avoir à peu près 5 ou 6 dossiers par audience. Ça suppose des moyens importants, ça suppose une politique pénale différente, et quand j'emploie le mot politique, ça renvoie aux responsabilités de ceux qui ont la charge du ministère de la Justice.
et du budget. Merci beaucoup pour ce témoignage, Jean-Claude Prost. Oui, au À bientôt. revoir. Vous venez d'entendre l'un des protagonistes de cette affaire, Jean-Claude Prost, qui a jugé Rabat. Maintenant, il est important de comprendre combien la constatation policière, combien l'enquête de police est déterminante pour la suite du procès. Nous allons tout de suite à la rencontre de Carlos Garcia, qui est policier et qui va nous expliquer comment il travaille en situation de flagrant délit. Carlos Garcia, vous êtes donc officier de police judiciaire. On va voir avec vous, et on l'a vu dans cette reconstitution, combien il était difficile de démêler le vrai du faux. On imagine une bagarre de rue en pleine nuit. Comment le policier que vous êtes arrive, constate et parvient à faire la part des choses? C'est justement la difficulté des policiers premiers intervenants de voir quels sont les rôles des personnes qui sont plus impliquées, si je puis dire, à cœur de l'affaire, et de les démarquer par rapport à des personnes qui seraient susceptibles d'être plutôt des témoins, qui elles pourraient être convoquées au service ultérieurement. Et c'est vrai que c'est des affaires qui sont souvent confuses, liées à l'alcoolisme, et donc les premières déclarations sont toujours prises avec beaucoup de circonspection. Il est 6 h du matin, un groupe sortant d'une fête est agressé par 2 individus qui, après les coups, s'enfuient en voiture. Oui? Oui, quoi? Comment faites-vous la part des choses? Alors vous décidez sur place ou vous embarquez tout le monde au commissariat avant de prendre les dépositions? Toutes les personnes qui, encore une fois, semblent impliquées directement dans les faits sont prioritairement, effectivement, ramenées au commissariat où elles vont être entendues par procès verbal et éventuellement même confrontées les unes aux autres et bien évidemment de façon séparée. Pour nourrir l'enquête, il y a des plaignants, il y a des témoins. Recherchez-vous les témoins avant de passer le coup de fil au procureur? Les témoins sont effectivement cherchés tout de suite, c'est ce qu'on appelle classiquement une enquête de voisinage, sachant qu'en fait, leur version est celle qui sera le plus susceptible d'être près de la vérité. Oui. Les parties en cause, si je puis dire, auront le réflexe, pour des raisons évidentes, de charger la partie adverse ou de se désengager des faits qui peuvent leur être reprochés, tandis qu'un témoin qui n'a pas pris part, si je puis dire, au fait, aura, lui, une vision somme toute neutre. Carlos Garcia, vous avez vu cette reconstitution, il n'y a pas de plaignant, il n'y a pas de témoin dans l'enceinte du tribunal. Est-ce que vous diriez que finalement l'enquête de police, dans ce cas-là, n'a pas été bien faite ou bien menée? Alors, je corrige juste que, bien évidemment, qu'il y a un plaignant et que les témoins ont été entendus. La procédure en France est une procédure qui est écrite. Une personne qui dépose plainte n'est pas tenue de comparaître devant le tribunal. Sans vouloir commenter une décision judiciaire, mais en la circonstance, il semble que le passé du mis en cause, ses alias, son attitude même lors de la garde à vue, mais visiblement aussi au tribunal, où il semble vouloir minimiser son rôle, nier l'évidence, notamment en ce qui concerne ses alias. Tout ça est pris en considération, j'imagine, par les magistrats. Merci beaucoup, Carlos Garcia, d'avoir représenté ce soir les officiers de police judiciaire qui font ce travail d'enquête. Merci beaucoup. Merci. Nous poursuivons tous ensemble l'exploration de cette justice du quotidien. Je vous rappelle le dossier à l'étude. Rabat a 45 ans, il est arrêté en pleine nuit après une bagarre de rue à Paris. Il est interpellé, déféré, il écope de 6 mois ferme. Vous avez entendu le discours du juge, du policier sur cette affaire. Voyons maintenant le regard d'un des plus grands avocats pénalistes de France, maître Éric Dupond-Moretti. Le pénaliste que vous êtes est forcément passé par là. C'est un examen de passage quasiment pour un avocat que d'aller plaider en comparution. Forcément. Forcément, quand on démarre dans ce métier, et j'allais dire particulièrement si on veut faire du pénal, on est confronté aux commissions d'office, aux désignations d'office et à la comparution immédiate. Vous en gardez quel souvenir? C'était déjà une justice d'abattage. Mais aujourd'hui, c'est pire encore. Justice d'abattage parce que on n'a pas le temps de construire une vraie défense. On a construit sur quoi finalement la défense? Sur ce que celui qui vient de se faire interpeller, qui sort le plus souvent d'une garde à vue éprouvante, qui n'a même pas pris une douche,
vous raconte en quelques instants. Donc on est limité dans le temps, on est limité dans les moyens de la défense, on peut difficilement faire citer un témoin, et d'ailleurs si on prend le risque d'envisager la citation d'un témoin, ce que la loi prévoit, hein, on prend également le risque que entre la prochaine audience avec le témoin et le jour d'aujourd'hui, l'intéressé soit directement envoyé en prison. Ça, c'est la commodité, c'est la facilité. J'allais dire, c'est le réflexe judiciaire classique. Et alors, c'est une justice d'abattage parce que les gens défilent. Il y a entre 20, 30 et parfois plus que ça encore de dossiers examinés dans une après-midi. On consacre donc quelques minutes à l'examen d'un dossier, à une personnalité. Tout ça est fait de façon extrêmement sommaire. Et puis, c'est le contraire de la justice que je connais aujourd'hui. Parce que la cour d'assises, elle a quelques travers, évidemment, mais le luxe de la cour d'assises, c'est qu'on a encore le temps. Et pour examiner une personnalité, on a une matinée, on a des témoins, on a un enquêteur de personnalité. Là, on a une enquête rapide qui se fait à la va-vite, c'est-à-dire que l'enquêtrice descend dans les geôles, dans la souricière, elle dit au type, mais où vous êtes né, combien vous avez de frères, que fait votre père, que fait votre mère, on ne vérifie strictement rien. Et c'est ça qu'on appelle la justice. C'est de l'abattage, ça, c'est de la régulation sociale. On l'a vu dans cette reconstitution, Maître Rabat n'est pas confronté ni à ses plaignants, ni à ses témoins. Ça, en tant qu'avocat, pour vous, c'est la négation totale du droit de... Écoutez, la justice, c'est d'abord le contradictoire, c'est l'essence même de la justice. On a une accusation, il n'y a pas de confrontation, on ne sait même pas si les plaignants disent la vérité, s'ils ne se sont pas trompés, s'ils ont désigné le bon, et peu importe. Ces braves plaignants ne sont même pas venus. Et ils ont bien de la chance de ne pas être poursuivis, car il y a eu échange de coups de part et d'autre. Qu'est-ce que peut faire l'avocat commis d'office dans ce cas-là? Dire ça, mais c'est aussi prêcher ou plaider dans le désert. Parce que cette mécanique-là emporte tout sur son passage. En tous les cas, c'est la honte de la justice, cette histoire. C'est la honte de la justice. J'ai vu un jour, il y a longtemps, en comparution immédiate, un garçon qui était arrivé et on n'avait pas retrouvé ses chaussures. Ses chaussures avaient été prises par les policiers au moment de la garde à vue. Il est arrivé pieds nus. Et c'était pour moi le symbole de ce qu'est la comparution immédiate. Et la présidente, qui était une femme merveilleuse, une véritable humaniste, était mais révoltée par cette présentation d'un prévenu sans chaussures, parce qu'on est enserré dans des délais, parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut faire du chiffre. Il y a une culture aussi du chiffre dans notre institution absolument invraisemblable. Invraisemblable. Merci beaucoup. Merci.